L'émetteur, le podcast. Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Carl Jung. Imaginez ceci. Vous marchez dans une rue bondée, perdu dans vos pensées, et soudain, un visage. Un inconnu. Une fraction de seconde, un regard échangé, et pourtant, quelque chose reste. Vous continuez votre chemin, mais cette silhouette, cette expression, cette impression fugace s'imprime en vous. Pourquoi ? Pourquoi certaines rencontres, parfois insignifiantes, laissent-elles une trace indélébile dans notre esprit, tandis que tant d'autres s'effacent aussitôt ? Et puis, il y a ces souvenirs qui s'accrochent. Une personne croisée il y a des années, une ancienne relation, une figure qui n'a peut-être été qu'une parenthèse dans votre vie. Et pourtant, elle revient, encore et encore, comme un écho dans votre psyché, insistant, mystérieux, incompréhensible. Pourquoi certains visages s'effacent-ils sans effort alors que d'autres hantent nos pensées, parfois toute une vie ? La mémoire humaine ne se contente pas d'enregistrer des faits, elle sélectionne, elle magnifie, elle transforme. Ce que nous retenons, ce qui nous obsède, n'est jamais un simple hasard. Carl Jung, l'un des esprits les plus brillants de la psychologie moderne, nous met sur une piste troublante. Ces présences persistantes dans notre esprit ne sont pas anodines. Elles sont les reflets d'une vérité cachée, d'un dialogue entre notre conscient et notre inconscient. Et si ces personnes, ces souvenirs, n'étaient pas là pour nous tourmenter, mais pour nous révéler quelque chose ? Et si elles étaient le miroir d'une part de nous-mêmes que nous ignorons ? Jung parle d'archétypes, de projections psychologiques, d'un inconscient collectif qui guide nos pensées à notre insu. Ces figures qui nous obsèdent ne sont peut-être pas celles que nous croyons. Elles ne sont pas seulement des personnes, mais des symboles. Elles incarnent une blessure non guérie, un désir inavoué, une part de nous que nous avons oubliée ou rejetée. Nous allons plonger ensemble dans ce mystère. Car comprendre pourquoi certaines personnes hantent notre esprit, c'est aussi comprendre ce que notre propre psyché essaie de nous dire. Alors, ces présences sont-elles des fantômes de notre passé ou des messagers de notre inconscient ? Pourquoi certaines personnes laissent-elles une empreinte indélébile dans notre esprit, tandis que d'autres s'effacent presque aussitôt ? Pourquoi un simple regard, une rencontre éphémère ou un souvenir lointain peut-il continuer à nous hanter pendant des années ? Cette persistance n'est pas un hasard. Elle est le fruit d'un processus psychologique complexe, où mémoire, émotion et inconscient s'entrelacent pour donner du sens à notre expérience. Notre mémoire n'est pas un simple enregistreur neutre, capturant objectivement les événements de notre vie. Elle est sélective, façonnée par des forces invisibles qui dépassent notre compréhension immédiate. Carl Jung nous enseigne que ce que nous retenons n'est jamais anodin. Nos souvenirs sont filtrés par l'inconscient, par nos désirs refoulés, par nos blessures enfouies. Ce qui s'imprime en nous, ce qui nous hante, est souvent lié à des éléments plus profonds de notre psyché. Un visage aperçu au détour d'une rue, une voix entendue dans une conversation lointaine, un sourire échangé fugitivement, et pourtant, ces fragments d'expérience continuent de vivre en nous. Pourquoi ? Parce qu'ils résonnent avec une partie cachée de notre être. Jung parle d'associations symboliques inconscientes. Certaines figures que nous rencontrons activent en nous des archétypes puissants, des structures mentales universelles présentes dans l'inconscient collectif. Une personne nous marque non pas seulement pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle évoque en nous. Parfois, sans même le savoir, nous projetons sur l'autre des émotions, des souvenirs, des attentes. Ce n'est pas cet individu en tant que tel qui nous obsède, mais l'image qu'il active en nous. Il peut incarner une figure parentale, un amour perdu, un modèle inaccessible ou encore un idéal inachevé. Jung dirait que nous ne voyons pas la réalité telle qu'elle est, mais à travers le prisme de nos propres ombres. Une personne qui laisse une empreinte durable dans notre esprit est souvent celle qui a touché une corde sensible, réveillé un souvenir lointain ou activé un manque inconscient. Les émotions jouent un rôle déterminant dans ce phénomène. Plus un événement est chargé émotionnellement, plus il s'ancre profondément en nous. Jung insistait sur le fait que nos expériences les plus marquantes sont celles qui résonnent avec des éléments non résolus de notre psyché.
Une rencontre qui suscite une grande joie, une peur intense, une admiration sans bornes ou une douleur profonde est bien plus susceptible de rester gravée en nous. Les neurosciences confirment aujourd'hui ce que Jung avait déjà pressenti. Notre cerveau ne retient pas les souvenirs de manière égale. L'amygdale, structure impliquée dans le traitement des émotions, influence la consolidation de la mémoire. Ainsi, un événement vécu avec une forte intensité émotionnelle sera renforcé, tandis que les interactions neutres ou fades disparaîtront plus facilement. C'est pourquoi une simple phrase prononcée par quelqu'un dans un moment particulier peut résonner en nous pendant des années, alors que des conversations entières sont oubliées en quelques jours. Il y a aussi les figures marquantes qui reviennent sans cesse dans nos pensées. L'ami d'enfance, dont nous avons perdu la trace, mais qui continue d'exister dans notre mémoire comme un symbole d'une époque révolue. Le professeur qui nous a inspirés à un moment clé de notre vie, dont les mots résonnent encore en nous comme une boussole intérieure. L'amour fugace, presque anonyme, qui a pourtant laissé une empreinte plus forte qu'une relation de plusieurs années, parce qu'il incarne une possibilité inachevée, un idéal suspendu dans le temps. Toutes ces personnes ne sont pas juste des souvenirs. Elles sont des messagers de notre inconscient. Elles nous rappellent quelque chose d'important, quelque chose que nous n'avons pas encore compris ou accepté en nous-mêmes. Jung nous invite à interroger ces présences persistantes. Que disent-elles de nous? Pourquoi restent-elles ancrées dans notre esprit? Qu'ont-elles éveillé que nous ne parvenons pas à nommer? Rien de ce qui nous hante n'est dû au hasard. Chaque visage, chaque souvenir persistant est une clé, une invitation à explorer ce qui, en nous, cherche encore à être compris. Les archétypes jungiens sont des motifs universels, des structures profondes de l'inconscient qui façonnent notre perception du monde et des autres. Carl Jung les décrivait comme des images primordiales, héritées de l'inconscient collectif, un réservoir partagé de symboles et d'expériences que tous les humains portent en eux, indépendamment de leur culture ou de leur époque. Ces archétypes ne sont pas des idées abstraites, mais des modèles dynamiques qui influencent nos pensées, nos actions et nos émotions. Ils forment un cadre à partir duquel nous comprenons les autres et nous-mêmes, et jouent un rôle central dans la manière dont nous créons des liens et projetons nos propres histoires sur le monde. L'inconscient collectif, selon Jung, est cette partie de la psyché qui est commune à toute l'humanité, un héritage de millénaires d'évolution psychologique. À travers lui, les archétypes prennent vie, incarnant des principes universels que nous reconnaissons sans même en être pleinement conscients. Ces figures mythologiques, qui apparaissent dans les rêves, les contes et les mythes, sont les résonances profondes qui gouvernent nos relations et nos perceptions. Elles nous aident à interpréter les personnes que nous rencontrons, souvent sans que nous sachions d'où elles viennent, ni pourquoi elles nous marquent. Prenons l'exemple de l'ombre, l'un des archétypes les plus puissants. L'ombre représente cette part de nous-mêmes que nous refoulons, ces aspects que nous ne voulons pas voir ou accepter, nos faiblesses, nos peurs, nos désirs inavoués. Lorsqu'une personne évoque en nous une réaction forte, qu'elle nous agace, nous intrigue ou nous fascine, il se pourrait qu'elle active notre ombre. Parfois, nous projetons sur l'autre ce que nous n'avons pas intégré en nous-mêmes. Une personne qui semble incarner ce que nous rejetons chez nous peut être perçue comme un miroir douloureux, un rappel de nos propres zones d'ombre. C'est ainsi qu'une rencontre superficielle peut devenir inoubliable, car elle mène en lumière des parties cachées de notre être. De même, l'animus et l'anima, les archétypes représentant respectivement le principe masculin chez la femme et le principe féminin chez l'homme, peuvent être activés dans nos relations. L'animus et l'anima incarnent les images intérieures que nous portons de l'autre sexe. Quand nous rencontrons une personne qui manifeste une qualité qui résonne avec notre animus ou anima, cette rencontre peut nous bouleverser profondément. Un homme qui rencontre une femme qui incarne l'aspect nourrissant et intuitif de l'anima peut ressentir une forte attraction, non seulement physique, mais aussi psychologique. De même, une femme confrontée à un homme qui représente des qualités de force, d'action ou de rationalité peut être profondément touchée.
Ces figures ne sont pas simplement des aspects de la personne rencontrée, mais des projections de notre propre psyché, et c'est cette résonance intérieure qui nous marque. Le sage est un autre archétype fondamental qui influence notre perception. Ce personnage symbolise la sagesse, l'expérience et la vérité. Quand nous rencontrons une personne qui incarne ces qualités, elle peut apparaître à nos yeux comme une sorte de guide, un mentor, même si nous ne l'avons connu que brièvement. Le sage n'est pas seulement une personne âgée ou une figure d'autorité, mais celui qui, par sa présence, réveille en nous la quête de la vérité et du sens. Cette figure peut aussi réveiller des sentiments de dépendance ou de recherche intérieure chez ceux qui la rencontrent, car elle active des aspects de nous-mêmes qui aspirent à plus de profondeur et de compréhension. Le héros, enfin, est un archétype qui joue un rôle central dans notre perception des autres, particulièrement lorsqu'il s'agit de personnes qui incarnent la force, le courage ou la rébellion. Le héros est celui qui lutte pour surmonter des obstacles, qui se bat pour un idéal ou une cause. Lorsqu'une personne agit avec détermination et audace, elle peut éveiller en nous un sentiment d'admiration, mais aussi de rivalité ou de projet inachevé. Si l'on considère que nous portons tous une part de héros en nous, alors certaines personnes qui nous marquent profondément peuvent être celles qui nous rappellent notre propre potentiel héroïque, ou au contraire, nos propres échecs dans ce domaine. Mais comment ces archétypes, à la fois puissants et invisibles, prennent-ils forme dans nos rencontres? Jung nous dit que les autres, consciemment ou non, jouent souvent le rôle de catalyseur de ces archétypes en nous. Lorsqu'une personne incarne une figure archétypale, elle devient plus qu'un simple individu. Elle représente une force qui résonne avec notre propre psyché. Ainsi, chaque interaction humaine devient un jeu de projection, où ce que nous percevons chez l'autre est en réalité une projection de ce qui est enfoui en nous. La clé ici est de comprendre que nos perceptions des autres sont souvent teintées par ces archétypes, qui modèlent notre vision du monde et de nos relations. Une personne qui semble ordinaire peut en réalité incarner dans notre perception l'archétype du héros ou du sage, et nous pouvons être irrémédiablement attirés ou perturbés par cette figure. Ces figures ne sont pas figées, elles vivent et évoluent à travers chaque rencontre, chaque expérience. C'est en prenant conscience de ces projections que nous pouvons commencer à comprendre pourquoi certaines personnes ont cette capacité particulière à marquer notre esprit, en activant des archétypes que nous portons tous en nous. La projection psychologique est l'un des mécanismes les plus fascinants et les plus puissants de notre psyché. Et Carl Jung en a fait l'un des piliers de sa compréhension des relations humaines. La projection, selon Jung, est un processus par lequel nous attribuons à d'autres des aspects de nous-mêmes que nous ne parvenons pas à accepter ou à reconnaître. Ce que nous percevons chez l'autre n'est souvent pas la réalité objective de cette personne, mais un reflet déformé de nos propres désirs, peurs, blessures ou idéaux. En d'autres termes, nous voyons dans les autres ce que nous portons en nous, mais que nous n'avons pas conscience de projeter. Lorsque nous projetons nos propres contenus psychologiques sur autrui. Cela signifie que, au lieu de voir une personne telle qu'elle est réellement, nous la voyons à travers le prisme de nos propres expériences, attentes et conflits intérieurs. Cette projection peut être positive ou négative. Nous pouvons ainsi attribuer à quelqu'un une vertu que cette personne ne possède pas vraiment, ou bien une faiblesse, une intention malveillante ou une caractéristique que cette personne n'a même pas. Ces projections sont souvent inconscientes, mais elles façonnent en profondeur nos relations et notre manière de percevoir le monde. La tendance à projeter nos désirs, nos peurs ou nos blessures sur autrui est profondément ancrée dans l'inconscient collectif de l'humanité. Par exemple, nous projetons souvent nos désirs refoulés, des rêves ou des aspirations non réalisées sur les autres. Si une personne incarne des qualités que nous n'osons pas développer chez nous, nous pouvons la voir comme un idéal, un modèle à suivre. Mais cela va au-delà de l'admiration. Cette personne devient un symbole vivant de ce que nous souhaitons être, de ce que nous aspirons à atteindre, sans pour autant le faire nous-mêmes. De la même manière, nos peurs les plus profondes se manifestent souvent par des projections.
Si, par exemple, nous avons une peur inconsciente de l'abandon, nous pourrions projeter cette peur sur un proche, l'interprétant comme distant ou détaché, même si ce n'est pas le cas. Nous imaginons des intentions négatives chez cette personne, alors qu'en réalité, nous projetons sur elle nos propres angoisses. Les blessures de l'enfance, les traumatismes passés ou les échecs non résolus peuvent également être projetés sur autrui. Une personne qui a vécu une trahison dans une relation amoureuse pourra inconsciemment attribuer des intentions trompeuses à une nouvelle personne qu'elle rencontre, même si cette nouvelle relation n'a pas encore révélé de telles dynamiques. La projection devient alors un mécanisme de défense, une manière de protéger notre psyché des douleurs passées, mais aussi une manière de rejeter ce que nous ne voulons pas affronter en nous-mêmes. Examinons quelques exemples concrets où la projection joue un rôle déterminant dans les relations. Prenons par exemple le cas d'un parent qui reproche à son enfant d'être trop dépendant. Ce parent pourrait projeter son propre besoin inconscient d'indépendance ou de contrôle sur l'enfant. Il ne voit pas l'enfant tel qu'il est, mais à travers le prisme de son propre désir de liberté. La projection rend cette dynamique difficile à résoudre, car chaque partie est enfermée dans ses propres illusions et non dans une réalité partagée. Un autre exemple pourrait être celui d'une relation amoureuse où l'un des partenaires idéalise l'autre. Il projette sur lui une perfection qu'il ne possède pas vraiment. Ce comportement est souvent motivé par des désirs inconscients de trouver l'âme sœur ou de résoudre des frustrations affectives non résolues. À force de projeter ses rêves sur l'autre, la personne finit par créer une image qui n'est pas du tout conforme à la réalité de son partenaire. Cette projection empêche la relation de se développer de manière authentique, car elle est fondée sur une illusion. Un exemple plus sombre de projection se trouve dans les dynamiques de pouvoir ou de contrôle, où une personne projette ses propres peurs d'impuissance ou de vulnérabilité sur l'autre, cherchant à dominer ou à contrôler cette personne pour masquer ses propres insécurités. La projection peut ainsi se transformer en une forme de manipulation inconsciente où la personne projette sur l'autre ses propres désirs de domination ou de soumission. Reconnaître et déconstruire ces projections est un processus essentiel pour toute personne qui souhaite vivre de manière plus consciente et plus authentique. Jung nous invite à prendre du recul et à examiner les relations et les perceptions qui nous marquent particulièrement. Un premier signe que nous projetons sur quelqu'un est souvent une réaction émotionnelle excessive, une admiration excessive ou une antipathie intense et irrationnelle. Ces réactions extrêmes sont souvent le reflet de ce que nous projetons. Pour déconstruire ces projections, il est crucial de se tourner vers soi-même. Plutôt que de chercher à comprendre l'autre uniquement, nous devons aussi chercher à comprendre pourquoi une personne suscite en nous de telles émotions. Cela peut demander de revisiter des souvenirs, des blessures anciennes ou des désirs inassouvis. En prenant conscience de nos propres projections, nous pouvons commencer à différencier ce qui vient réellement de l'autre et ce qui vient de nous. Reconnaître nos projections implique aussi d'accepter que certaines de nos perceptions de l'autre ne sont que des facettes de notre propre psyché. En déconstruisant cette vision déformée, nous pouvons apprendre à voir l'autre dans sa véritable complexité, non plus à travers le prisme de nos attentes ou de nos peurs. Ce processus de prise de conscience et d'intégration de nos projections est un chemin difficile, mais il nous permet de mieux nous comprendre et de vivre des relations plus saines et plus équilibrées. Les blessures émotionnelles et la mémoire affective jouent un rôle central dans la manière dont nous percevons les autres et réagissons à certaines personnes, selon Carl Jung. Notre psyché est façonnée non seulement par nos expériences conscientes, mais aussi par ces cicatrices invisibles que nous portons en nous, souvent sans en avoir pleinement conscience. Ces blessures émotionnelles, qu'elles soient liées à des traumatismes de l'enfance ou à des expériences plus récentes, ont une capacité unique à se réveiller au contact de certaines personnes ou situations. Elles agissent comme des déclencheurs invisibles, réveillant des réminiscences de souffrances anciennes et créant des liens mentaux et émotionnels durables avec ceux qui les activent.
Jung a souvent souligné que les blessures émotionnelles sont des fissures dans l'inconscient personnel, des événements non résolus qui continuent à influencer nos comportements et nos perceptions, bien après qu'ils se soient produits. Ces blessures, qu'elles soient liées à l'abandon, à la trahison, à la négligence ou à la douleur non traitée, laissent des empreintes profondes dans notre mémoire affective. Cette mémoire n'est pas simplement un enregistrement d'événements passés, mais un réservoir d'émotions et de réactions qui continue à modeler nos pensées et nos relations. En effet, cette mémoire affective est une sorte de réservoir émotionnel auquel nous avons souvent accès inconsciemment. Les personnes qui éveillent des émotions fortes en nous, qu'elles soient positives ou négatives, touchent souvent des zones sensibles de notre passé, des blessures non cicatrisées qui, à leur tour, influencent notre perception de l'autre. Certaines personnes ont la capacité de réveiller nos blessures profondes, parfois sans qu'elles en soient conscientes. C'est souvent le cas dans les relations interpersonnelles, où un comportement, un mot ou même un regard peut déclencher une réaction émotionnelle disproportionnée par rapport à l'événement en question. Pourquoi cela se produit-il? Parce que la personne en face de nous active, à travers son attitude ou sa manière d'agir, une vieille blessure non guérie. Par exemple, une personne qui a vécu une enfance marquée par l'abandon pourra réagir de manière excessive à un geste de rejet, même s'il s'agit d'une situation anodine. Ce n'est pas l'acte en soi qui déclenche la souffrance, mais le fait qu'il réveille une mémoire affective liée à l'abandon. C'est ici que l'on touche l'essence de la projection jungienne. Nous projetons une partie de notre passé non résolu sur l'autre. Et ce sont nos propres blessures qui dictent notre réaction. Le lien entre mémoire affective et obsession psychologique devient alors très clair. Selon Jung, ce que nous appelons obsession n'est pas seulement une idée fixe, mais souvent une répétition de schémas émotionnels et comportementaux issus de notre inconscient. Une personne ou une situation peut activer ces schémas profondément enfouis dans notre psyché, nous renvoyant à des expériences anciennes et douloureuses. Lorsque la mémoire affective entre en jeu, nous réagissons à la personne d'une manière qui n'est pas nécessairement fondée sur la réalité présente, mais plutôt sur une réminiscence de notre passé émotionnel. L'obsession qui naît alors de cette activation émotionnelle devient une sorte de miroir de nos propres blessures non cicatrisées. La personne en question ne devient pas simplement elle-même, mais un symbole vivant de nos souffrances anciennes. C'est pourquoi certaines relations peuvent avoir un impact disproportionné, ou pourquoi certaines personnes semblent nous obséder sans raison apparente. Jung explique que l'attachement mental que nous développons vis-à-vis de certaines personnes, bien qu'il soit souvent lié à l'amour ou à l'admiration, peut aussi être une réponse à des besoins émotionnels non satisfaits ou à des blessures anciennes. Par exemple, une personne qui a vécu une relation familiale instable ou déstabilisante pourrait développer un attachement fort et compliqué envers une personne qui, par certains aspects, représente pour elle une forme de stabilité émotionnelle. Cet attachement, loin d'être sain, peut devenir dépendant, voire toxique, car il s'appuie sur des besoins non résolus et une mémoire affective qui n'a pas été guérifiée. Dans ce processus, il y a une constante interaction entre l'expérience émotionnelle passée et l'archétype psychologique en nous. Les personnes qui réveillent ces blessures représentent souvent, consciemment ou non, des figures archétypales, telles que le parent néglige, le betrayeur, ou même la figure du sauveur. Ces figures se réactivent lorsque nous rencontrons des individus qui, par leur comportement ou leur rôle, se connectent à ces archétypes. L'archétype de l'abandon peut, par exemple, être activé par quelqu'un qui présente des comportements similaires à ceux de personnes qui nous ont abandonnés dans notre passé. Ces résonances profondes font naître des réactions émotionnelles puissantes, que ce soit de l'anxiété, de la colère, de la douleur ou même une attirance irrésistible. C'est là un processus souvent inconscient qui empêche de voir la personne telle qu'elle est vraiment. Reconnaître cette dynamique et la mettre en lumière est le premier pas vers la guérison. Jung préconisait l'intégration de ces blessures à travers un processus d'auto-analyse,
en devenant conscient des mécanismes inconscients qui gouvernent nos attachements. L'idée est de comprendre que les personnes qui réveillent ces blessures ne sont pas responsables de notre souffrance, mais qu'elles jouent un rôle dans le processus de guérison. Ce chemin d'autodécouverte permet de réduire l'obsession psychologique, de comprendre le lien entre notre passé et notre présent, et de libérer nos pensées et nos émotions des chaînes de notre mémoire affective. Ainsi, les blessures émotionnelles et la mémoire affective ne sont pas seulement des restes du passé. Elles sont des forces vivantes et puissantes qui influencent notre manière de penser, de ressentir et d'agir. Comprendre comment elles se manifestent dans nos relations et nos perceptions des autres nous permet de les déconstruire et de guérir, pour finalement vivre dans une plus grande harmonie avec nous-mêmes et avec ceux qui nous entourent. Se libérer d'une obsession mentale est un processus complexe, mais essentiel à la guérison de notre psyché. Carl Jung, en tant que pionnier de l'exploration de l'inconscient, nous offre des clés puissantes pour comprendre nos attachements et démystifier le rôle que certaines personnes ou pensées peuvent jouer dans notre esprit. Pour Jung, les obsessions mentales ne sont pas simplement des pensées envahissantes sans signification. Elles sont le reflet d'un inconscient qui cherche à attirer notre attention sur des aspects non résolus de notre être. Ces pensées persistantes, qu'elles concernent une personne, une situation ou un sentiment, sont des signes d'une énergie psychologique non intégrée qui attend d'être traitée. Le premier pas pour se libérer d'une obsession mentale, selon Jung, est de comprendre ses attachements inconscients. Il insiste sur l'importance de la prise de conscience. Nos obsessions sont souvent liées à des désirs refoulés, des peurs ou des blessures non guéries. Ces pensées récurrentes ne sont pas le fruit du hasard, mais des manifestations d'aspects de nous-mêmes qui attendent d'être reconnus. Une personne qui obsède notre esprit peut incarner une figure archétypale, une projection de nos propres désirs, blessures ou conflits intérieurs. Par exemple, une figure perçue comme inaccessible peut représenter l'archétype du désir inassouvi ou du manque affectif. Reconnaître cette dynamique est essentiel. Jung enseignait que prendre conscience de nos projections, comprendre que nos pensées obsessionnelles ne sont pas la vérité absolue, mais des reflets de notre propre inconscient, est le premier pas vers la guérison. Cette prise de conscience permet de commencer un travail sur soi. Ce travail est un processus d'auto-exploration et d'acceptation. Selon Jung, l'individuation, ou le chemin de la maturation psychologique, consiste à intégrer les parties de notre psyché qui sont restées ignorées ou refoulées. Ce processus est long et nécessite une honnêteté radicale avec soi-même. Lorsqu'une obsession mentale persiste, cela signifie souvent qu'une part de notre inconscient réclame notre attention. Cette partie de nous, qu'elle soit liée à une blessure ancienne, une peur ou un désir non satisfait, doit être confrontée et comprise. Le travail sur soi, en suivant la voie de l'individuation, implique de se questionner sur la nature de l'obsession. Qu'est-ce qu'elle révèle de moi? Quel besoin non comblé ou quel conflit intérieur cette pensée obsessionnelle met-elle en lumière? La pratique de l'introspection, l'examen des rêves et l'écriture thérapeutique sont des outils que Jung recommandait pour ce travail. Écrire ses pensées, ses rêves et ses émotions est un moyen puissant de mettre à jour les processus inconscients qui alimentent l'obsession. Par exemple, tenir un journal des rêves peut aider à saisir les messages cachés de l'inconscient. Les rêves, pour Jung, sont une voie royale vers la compréhension de notre psyché. Et souvent, ils révèlent des éléments refoulés qui nourrissent nos pensées obsessionnelles. À travers ce travail, l'obsession devient moins une spirale infernale et plus une porte d'entrée vers l'inconscient. En parallèle, il est important de pratiquer des exercices concrets pour se détacher des pensées persistantes. L'un des plus efficaces est celui de la concentration sur le moment présent. Un exercice simple mais puissant pour interrompre le cycle des pensées obsessionnelles. Lorsque vous sentez une pensée envahissante surgir, revenez à votre respiration. Concentrez-vous sur votre corps et sur les sensations immédiates que vous ressentez. Cette technique permet de désactiver l'énergie mentale fixée sur l'obsession et de ramener l'attention à l'ici et maintenant.
Cela ne signifie pas réprimer la pensée, mais plutôt lui retirer son pouvoir en refusant de lui accorder une importance disproportionnée. Une autre approche est l'affirmation de soi. En affirmant activement vos limites et en vous recentrant sur vos valeurs profondes, vous commencez à construire une distance psychologique par rapport à l'obsession. Cela implique de reconnaître que vous êtes un individu entier, indépendant, et que vous n'avez pas besoin de cette obsession pour vous définir. C'est un processus de réappropriation de votre propre énergie et de vos propres ressources. Cette affirmation permet de reconstruire un sens de soi solide et de créer un espace intérieur où l'obsession perd de son influence. Le travail avec l'archétype de l'ombre est également utile. L'ombre, selon Jung, représente les aspects de soi que nous avons réprimés ou négligés. Par exemple, une obsession peut découler d'une peur non affrontée ou d'un désir réprimé. En intégrant l'ombre, nous ne cherchons pas à supprimer ces aspects, mais à les accepter et à les comprendre. Cela permet de réduire le pouvoir destructeur de l'obsession, car nous cessons de lui donner un sens négatif et l'acceptons comme une partie de nous. Enfin, le processus de guérison implique de renouer avec l'intuition et la créativité. Jung insistait sur le fait que l'intuition est une voie d'accès à des réalités plus profondes et que la créativité est une forme d'expression du soi authentique. Libérez votre créativité par la peinture, l'écriture ou toute autre forme d'art peut être un excellent moyen de transcender l'obsession. Cela permet non seulement de canaliser l'énergie de l'obsession, mais aussi de la transformer en une force créative et libératrice. Se libérer d'une obsession mentale, selon Jung, n'est donc pas une question de suppression ou de rejet, mais de compréhension, d'intégration et de transformation. En affrontant consciemment nos pensées obsessionnelles, en travaillant à comprendre ce qu'elles révèlent de nous-mêmes et en utilisant des pratiques thérapeutiques adaptées, nous pouvons les transformer en des instruments de croissance personnelle. Le chemin vers la guérison est long, mais il est aussi celui de la libération psychologique, du retour à soi et de l'émergence d'une conscience plus libre et plus pleine.